et bienvenue à cette édition d'Info.tvc de ce vendredi 4 avril. Au menu cette semaine, nous sommes allés du côté de Cause Abscale pour le point de presse du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette. Toujours du côté de Cause Abscale aussi, nous avons assisté au lancement de la campagne du candidat libéral aux élections fédérales. Ensuite, nous avons une chronique Bac pour le futur où on parle d'un café réparation qui s'en vient dans la Matapédia. Nous sommes allés à la rencontre de Stéphane Poirier du CEMEC qui nous invite à une conférence du philosophe québécois Alain Donneau. On vous invite au brunch des bénévoles de la ville d'Amqui. Et pour terminer, on parle d'inclusion et de lutte à la pauvreté avec Sophie Champagne de la CDC et Nancy Bérubé de la MRC. Nous étions du côté de Cause Abscale plus tôt cette semaine pour assister au point de presse du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, qui est en compagnie du candidat du côté de la Gaspésie, Alexis Deschênes, et de notre candidat de nouvelle circonscription, Maxime Blanchette-Jonquière. À vous la parole. Bien le bonjour tout le monde. Merci à M. Bérubé de nous accueillir. M. Bérubé qui paie déjà, avant même les tarifs de M. Trump, 14,5 %. Il y a d'autres entreprises au Québec qui payent déjà jusqu'à 20 % de tarifs parce que le modèle québécois est basé, selon le régime qui est de juridiction québécoise, sur un système d'enchères contesté par les Américains de telle sorte que le Québec paie beaucoup plus que sa part de tarifs et ça va jusqu'à 20 %. On y reviendra. Pour quiconque est passé souvent sur la route 132 ici, devant les entreprises et celles-ci, c'est dur d'être plus impressionnant que ça. C'est dur d'avoir une image plus réelle, immédiate. On peut y toucher comment c'est important l'industrie du bois, notamment ici dans la Matapédia et en Gaspésie. Et pour maximiser le recours à la ressource bois dans l'activité économique québécoise et canadienne, en 2009, le Bloc québécois avait déposé une loi qui allait rendre contraignant le recours au bois dans les constructions publiques. Et à ce moment-là, évidemment, c'était dans une perspective de lutte au changement climatique parce que c'était à l'époque où on reconnaissait qu'il y avait des changements climatiques et qu'on ne devait pas être une carpette à pétrole. Après ça, le gouvernement du Québec a créé une charte du bois, a créé un système contraignant pour le recours au bois dans les constructions publiques. Et Ottawa a quelque chose d'un peu bidon, ça serait le fun qu'on utilise du bois. Ça a été voté, mais c'est pas contraignant. Ça n'oblige le gouvernement fédéral à rien. Or, il serait grandement temps que le gouvernement fédéral, en plus des autres raisons, mais dans le contexte où imminemment, on va vivre une intensification du conflit commercial avec M. Trump, que le Canada se donne des outils pour assurer que le marché intérieur, un peu dans le même esprit que le miroir au Buy American Act que nous proposons, un peu dans le même esprit qu'on s'assure d'un maximum de recours à l'industrie, aux matériaux bois dans tout contrat public, incluant les rénovations. C'est la proposition du Bloc québécois que je viens de vous faire beaucoup plus en vrac que ce qu'il y avait sur mon papier, parce que je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses relatives à ça. Ça s'ajoute à d'autres mesures que je veux répéter. Le Bloc propose une adaptation d'un régime qui ressemble à la subvention salariale pour les entreprises qui pourraient devoir procéder à des mises à pied temporaires. Il y en a eu ici, pas cette entreprise-ci, mais il y en a eu ici dans la région, dans la Matapédia, puis après ça, ça a repris. Mais dans ce contexte-là, une subvention salariale qui préserverait le lien d'emploi et éviterait la perte d'expertise développée au sein d'une entreprise. Bien sûr, une diversification des marchés qui est plus facile lorsque les produits sont davantage transformés, parce qu'avec des produits davantage transformés, on ouvre de nouveaux marchés. On brise la dépendance au marché américain. Après ça, évidemment, l'industrie forestière a parlé de financement transitoire. Mécanique complexe, on y reviendra si vous voulez, mais les Américains eux-mêmes admettent avoir perçu des tarifs en trop qui reviendront et qui pourraient servir de garantie pour aller chercher un financement transitoire pour des entreprises qui, elles, subissent déjà depuis plusieurs années des tarifs illégaux. Des investissements dans la productivité aussi, c'est important aussi dans le secteur forestier. Il y a un processus qui est un peu ralenti maintenant
d'automatisation d'un certain nombre de processus dans les entreprises. Alors, toutes ces mesures que le Bloc a déjà mises de l'avant, qui, à partir du moment où l'État canadien voudrait se les approprier, appartiendront à tous les parlementaires du Parlement fédéral pour qu'on puisse, lorsque c'est possible et que c'est fait de bonne foi, collaborer vers des solutions. On est un peu dans cette réflexion-là aujourd'hui. Je comprends que le chef libéral va faire des rencontres aujourd'hui, mais si on veut susciter l'unité et agir dans l'intérêt commun, il y a une étape qui est importante parce que personne, se dire, là, il n'y a personne aujourd'hui qui a le mandat d'aller intervenir au nom du Canada, incluant le Québec, puisqu'on est en campagne électorale. Ça ne se suspend pas une campagne électorale, à moins qu'ils veulent reporter la date de l'élection d'une semaine. Ça ne me pose pas de problème, mais ça ne se suspend pas. On va toujours voter le 28 avril. Alors, les gens continuent à réfléchir et la meilleure manière de créer le sentiment d'unité entre alliés, entre partenaires, Mexique, Canada, Québec et des partenaires européens qu'il faut ajouter à cette réflexion-là, bien, ce serait minimalement de briser le silence gênant qui fait que le chef libéral n'a toujours pas parlé, ne m'a toujours pas parlé, et je crois, mais je ne peux pas vous l'affirmer de façon certaine, qu'il n'a pas davantage parlé au chef conservateur ou au chef du nouveau Parti démocratique. Or, si on veut créer un sentiment d'unité qui va faire en sorte que les gens sont moins inquiets à la veille d'une intensification du conflit commercial, je pense que la seule façon de faire, ce serait bien sûr de faire appel à l'ensemble des parlementaires par le truchement de la voix des chefs de parti. Ce serait la bonne chose à faire. Alors, voilà. Bonjour, M. Blanchet, Valérie Gamache de Radio-Canada. Vous semblez faire un appel à l'unité ce matin. Hier, pourtant, l'Assemblée nationale a adopté une motion unanime pour dire que M. Carney ne doit pas traiter l'affaire comme étant une économie canadienne, mais bien 13 économies au sein du Canada. Est-ce que vous soutenez cette motion-là à travers cet appel à l'unité quand même? C'est même exactement l'esprit de notre démarche. Je ne parle absolument pas de 13 économies sur l'ensemble de ce qui est actuellement le Canada qui se soumettraient à l'initiative d'un chef de parti qui n'a pas davantage de mandat que quiconque d'autre et qui dit il y a une seule économie canadienne. Et c'est à ça que l'Assemblée nationale a répondu unanimement à l'initiative du Parti québécois. Il y a 13 économies canadiennes, chacune ayant le droit, la capacité et des juridictions pour définir son propre avenir. Pour l'instant, la tête de pont, les gens qui sont les plus avancés sur la revendication des économies nationales dans le cas du Québec, provinciales dans le cas de l'Ontario, c'est l'Ontario et le Québec. L'Ontario a pris une longueur d'avance en imposant son agenda. C'est correct de la part de M. Ford de le faire, bien sûr, en imposant son agenda à la campagne en disant « Vous voulez gagner le Grand Toronto, c'est là la bataille. » Et le cœur de l'économie canadienne, c'est les banques de Toronto, que M. Carney connaît très bien, puis il est plus proche de M. Ford aussi. C'est l'automobile de l'Ontario, c'est l'acier ontarien pour l'automobile et le financement par les banques ontariennes du pétrole. C'est ça leur définition du Canada. Alors que la Colombie-Britannique peut se voir autrement, le Québec se voit autrement, les Maritimes se voient autrement, le Grand Nord se voit autrement. Chacun a droit à sa vision de l'économie et l'Assemblée nationale du Québec, de façon unanime hier, a affirmé que le Québec a droit à sa propre vision de son économie, ce que le Bloc québécois préconise depuis un long moment déjà. Ce sont des partenaires, des alliés à traiter en égaux dans le contexte d'une négociation. Et c'est vrai aussi lorsqu'on parle du Canada versus le Mexique. Donc, le Québec est très fort dans cette affirmation-là. Et je suis très, très content de pouvoir revendiquer de nouveau une motion unanime de l'Assemblée nationale du Québec qui, sans que ce soit nécessairement son intention, va tout à fait dans le sens des propositions du Bloc. Évidemment, il y aura des ripostes aux tarifs qui seront annoncés aujourd'hui. On entend que le gouvernement pourrait décider de ne pas, d'éviter le plus possible le secteur manufacturier. Est-ce que vous êtes un tenant de mesures d'une riposte chirurgicale ou d'une réciprocité beaucoup plus large, telle que les tarifs seront imposés par M. Trump? La réciprocité dans les tarifs doit être de nature quantitative, c'est-à-dire dollar pour dollar. Évidemment, l'économie canadienne seule n'a pas le poids pour faire face à la machine américaine. Il faut que le Canada s'allie au Mexique, s'allie avec des pays européens. Il faut que les gens qui vont faire face aux démarches de M. Trump soient en nombre plus élevé que la population américaine
et en PIB plus élevé que le PIB américain pour que des tarifs ciblés fassent malheureusement pour les gens très mal aux États-Unis. Donc, sur le volume, c'est dollar pour dollar et même davantage si des partenaires embarquent. Et sur la nature, on a un avantage considérable. Les Américains ou M. Trump ont voulu faire des tarifs sur tout, des tarifs transversaux qui s'appliquent à toutes. Alors qu'ici, on prend davantage une approche que nous soutenons depuis le tout début d'être beaucoup plus chirurgicale. Et en deux temps. Dans un premier temps, il faudrait être chirurgical, dis-je bien, pendant que la mâchoire nous gèle tous. Il faut être plus chirurgical en ciblant des secteurs qui vont faire mal dans des États qui vont prendre le téléphone puis appeler M. Trump et dire « OK, il faut que tu arrêtes ça, ça ne marche plus », comme l'automobile le fait déjà de façon systématique aux États-Unis. Donc, cibler clairement des secteurs sans l'appliquer à tout. Et le deuxième élément à cet égard-là, c'est d'avoir des exceptions. Donc, il peut y avoir des éléments. Le secteur manufacturier va être davantage touché durant la période tarif que durant la période nouveau traité commercial. Donc, à court terme, des mesures comme celles que j'ai dit un peu plus tôt peuvent s'appliquer au secteur manufacturier. Dans quelle mesure on est capable d'aller chercher le montant d'argent nécessaire en épargnant le secteur manufacturier? C'est un calcul qui est à faire. Je veux voir les chiffres. J'invite M. Carney à partager les chiffres et les données. Il y a des exceptions. Le secteur aéronautique, certains éléments de l'agroalimentaire que j'ai rencontrés la semaine dernière ont besoin d'exceptions pour pas que le contre-tarif fasse encore plus mal que le tarif. Ça, c'est un paramètre important. Donc, voyons voir comment on sera capable. Moi, dans ma circonscription, j'ai une entreprise qui fabrique des ambulances sur des bases de camions qui arrivent des États-Unis. C'est les plus gros en Amérique. Eux, c'est catastrophique s'il n'y a pas une exception sur ça, par exemple. Or, pour le fédéral, d'appliquer les dollars relatifs à ça sur autre chose est probablement possible. J'aimerais vous entendre, et peut-être de M. Deschênes également, sur le climat dans cette campagne, dans Gaspésie, les îles Lestigouches. On peut dire que ça joue quand même un peu dur. D'ailleurs, la FPJQ hier a dénoncé les agissements de Mme Leboutier en disant que c'est une atteinte à la liberté d'expression. Vous en pensez quoi de ces manières de faire, disons, depuis le début de cette campagne? Il y a un bout que je vais prendre, puis le reste, je vais le laisser à Alexis. La FPJQ, Fédération professionnelle des journalistes du Québec, ici, dit que c'est une atteinte à la démocratie de refuser de participer à un débat. Mais c'est de la musique à mes oreilles. Si c'est bon pour la région, mais c'est bon au plan national. Il n'y a pas un débat prévu le 9 avril sur LCN à TVA. Est-ce que la FPJQ pourrait se pencher, mais je leur fais totalement confiance d'ailleurs, sur le fait que refuser le débat à TVA le 9 avril est un manque de respect pour la démocratie de la part du chef libéral? C'est un débat à élargir bien au-delà de la région. Et Alexis, garde-toi donc encore. Ce que je constate sur le terrain, c'est que les gens sont inquiets. Ils ont besoin d'être écoutés. Ils ont besoin d'empathie, ils ont besoin qu'on crée un lien avec eux et ils ont besoin qu'on leur donne espoir et qu'on leur parle des solutions d'avenir face à cette période trouble que nous vivons. Ça sert à ça, la campagne électorale. Or, Mme Leboutier, qu'est-ce qu'elle fait? Elle refuse des demandes d'entrevue, elle se défile de débats et elle lance des insultes jusqu'à attaquer les médias régionaux. C'est ça, la députée que nous avons dans Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, Lestigouche, depuis malheureusement 10 ans. Et j'invite mes concitoyens à faire le ménage le 28 avril et à se donner un représentant qui va être proche du monde et qui va se battre avec le monde. Prochaine question. Bonjour, Mathieu Berger de Radio-Canada Bas-Saint-Laurent. Donc, je vais poser une question sur le bois d'œuvre. Allons-y. Pour ça. Bon, la charte du Bloc québécois, vous en avez parlé, vous vouliez l'instaurer en 2009. On est beaucoup d'années plus tard, quelques décennies. Pourquoi vous pensez que ça peut passer maintenant et pourquoi c'est si important que ça? C'est extrêmement important parce que lorsque le marché américain se referme aux produits québécois puis au bois québécois, dont la transformation en bois d'œuvre est assez primaire, on est capable de développer le marché domestique en transformant davantage ou en utilisant davantage notre propre ressource en compensation des réductions qui pourraient arriver du côté des achats américains ou des coûts qui viennent avec les achats américains par les tarifs. Donc, ça va un peu de soi que c'est une réponse par le marché intérieur et une réponse par davantage de transformation. Qu'est-ce qui fait que ça pourrait marcher cette fois-ci? Le contexte différent. Le fait que, de façon un peu factice, le NPD et les libéraux avaient fait quelque chose qui ressemblait à ça, mais qui était
C'était si ça te tente. Là. C'est pas, il n'y avait aucune espèce d'obligation. On pense que ça doit être contraignant. Et l'autre facteur, encore une fois, je le répète, mais je ne fais qu'alimenter une réflexion dont je ne présume pas du résultat. Les Québécois peuvent se choisir par leur vote une garantie béton, que l'économie du Québec ne sera pas sacrifiée ou ne deviendra pas la monnaie d'échange d'une négociation entre l'Ontario et les États-Unis. Bien sûr, dans une négociation, tu ne gagnes pas l'entièreté, là, mais tu fais beaucoup plus de gains si tu es toi-même représenté ou si il n'y a pas de deal possible entre le Canada et les États-Unis sans l'accord bienveillant et responsable du Québec. L'équipe de la TVC s'est à nouveau déplacée du côté de Cause Abscale cette semaine pour assister au lancement de la campagne du candidat libéral de la circonscription Rimouski-Matapédia. En mon nom personnel, ainsi qu'au nom de mon conseil de la ville de Cause Abscale, j'aimerais souhaiter la bienvenue au candidat libéral, M. Alexander Rayford, dans notre comté, ainsi qu'à vous tous et toutes. Merci d'avoir choisi notre belle municipalité. Vous savez, Cause Abscale est une destination de choix pour lancer votre campagne électorale. Notre magnifique site patrimonial Matamaja, que vous connaissez bien. En toute neutralité, on est heureux de vous accueillir chez nous. On vous souhaite une belle campagne, puis on vous souhaite bonne chance. Puis c'est un plaisir, encore un grand plaisir de vous recevoir chez nous. Merci. Merci beaucoup. Donc, bienvenue, merci d'être là. Merci la mairesse pour vos mots de bienvenue, c'est très apprécié. Merci Pierre, merci l'équipe qui sont tous ici, donc Marc Parent, qui est le directeur de campagne. On a tous bravé la tempête aujourd'hui. Puis donc, double merci pour être ici. La tempête, je pense que c'est un symbole de ce qu'on vit actuellement depuis hier soir à 16 h. La tempête économique qui nous fouette, qui nous frappe, qui nous dérange, qui nous rend tous un peu anxieux vis-à-vis l'avenir de notre économie puis notre Canada qu'on aime tant. Donc, moi, je me présente comme candidat dans cette tempête économique et politique. J'ai eu un appel au mois de février pour m'inviter à faire partie de l'équipe Carney, avant même qu'il ait été bien sûr choisi par les membres comme chef de son parti et depuis quelques semaines seulement notre premier ministre qui agit dans une grande calme, dans un grand sérieux, dans un esprit rassembleur. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui pour répondre à Trump? Il rassemble tous les premiers ministres de toutes les provinces canadiennes pour parler, pour créer une réponse concertée, calme et fort. Donc, je pense que c'est ce type d'équipe à laquelle je souhaite faire partie. Comme la mairesse évoque, je connais bien les lieux, là. En fait, vous savez peut-être que Matamaja est un site historique à laquelle moi-même j'ai contribué à quelques niveaux. Donc, bravo d'ailleurs à la municipalité d'avoir mis autant d'énergie pour cette magnifique préservation, l'exposition permanente. On a pu participer, nous, comme organisme muséal, puis j'ai prêté un peu mes connaissances historiques légères à ce magnifique mise en valeur du site. Moi, je suis historien de formation, j'ai fait des études pendant longtemps, peut-être trop longtemps, sur l'eau ma mère, mais je suis toujours intéressé par l'histoire. Puis vous savez, peut-être ou peut-être pas, mais avant que Matamaja a été baptisé Matamaja, c'était quoi le nom du camp? C'était Les Fourches, ou La Fourche. Les Fourches parce qu'il y a plusieurs rivières qui se croisent ici. Donc, je pense qu'au Canada, on est aussi rendu à une fourche. On a quelques pistes qui nous offrent, finalement, les chefs des différents partis. Il y a la fourche du Parti libéral du Canada qui m'apparaît la fourche la plus intelligente, la plus dynamique, la plus... Oui, excusez, j'ai tendance à bouger quand je parle. Donc, la fourche que le Parti libéral nous offre me semble une fourche claire, une direction claire, des candidats de grandes compétences, une expérience dans M. Carney avec une quarantaine d'années à différents niveaux, un cabinet qui va être fort et qui va bien répondre, bien sûr, aux enjeux qui sont devant nous, là. Moi, je serai fier de vous représenter dans cette partie.
et de vous défendre. Déjà, d'ailleurs, j'ai entendu la mairesse, ou la maire, je ne sais pas, c'est toujours un peu compliqué quoi dire pour les anglophones. On dit maire ici ou mairesse? Mairesse. Donc, la mairesse a déjà une liste, et ça m'impressionne toujours à quel point les élus sont déjà préparés. Ils souhaitent d'ailleurs la réponse du fédéral. Puis je pense qu'il y a un message clair qu'on a reçu cette semaine ou la semaine passée, M. Carney, c'est qu'ils souhaitent bâtir un pays plus fort. Donc, le Canada va être au rendez-vous. On va vous aider dans vos projets d'infrastructure. On sait qu'il y a un défi à l'horizon. Tous les infras du Québec et du Canada sont un peu au même âge, là. Moi, je suis 62 ans, puis je pense que vos infras sont pas mal au même âge un peu partout. Donc, on a besoin de réinvestir pour renouveler nos infras. Ainsi, on va pouvoir assurer une réponse intelligente aux crises de logement. Ainsi, on va pouvoir bâtir des communautés plus fortes. Ainsi, on va pouvoir développer, puis ainsi, on va pouvoir soutenir les industries qui ont besoin de nous. Donc, je pense que la réponse de M. Carney est déjà connue, sans nécessairement... je dirais, défaire les partis des partis en opposition. On s'entend que le coffre d'outils qu'on vous offre est plein, en fait. Le Parti libéral vous offre un outil qui va être utile pour avancer, alors que les autres partis vont être là pour défendre les intérêts, oui, mais ils ne vont pas vous concrétiser aucune législation au Parlement canadien. Donc, le Parti libéral du Canada et ma candidature vous offrent une opportunité forte d'avoir une représentation forte au Parlement. Depuis que Remy Massey a été défaite, moi, je suis historien de formation. La déformation que j'ai, c'est que j'ai regardé un peu depuis quand on n'a pas eu une députée en pouvoir en Ottawa, puis ça fait longtemps, exception de Remy qui a fait un travail remarquable pendant 4 ans. On se prive d'un représentant, d'une voix au Parlement du Canada. Donc, je me donne le devoir de vous représenter adéquatement, de défendre les intérêts de la vallée, que je connais assez bien, ayant été 10 ans président de l'Association touristique de la Gaspésie. On était plus souvent à Cause-Abscal puis dans les alentours, dans d'autres lieux, parce qu'on devait défendre finalement un des 3M, qui est la Matépédia. Et donc, je connais bien les enjeux de cette région limitrophe au mien, pour savoir que vous avez des défis particuliers. C'est pas pour rien qu'on commence notre campagne ici, parce qu'on souhaite amener votre voix vers le nord et vers l'ouest, vers Ottawa, parce qu'on pense que c'est important que vous portez, que votre voix soit portée au Parlement canadien. Chose qui a été faite par Christina Michaud de manière excellente, mais une voix au pouvoir, proche des élus, proche du gouvernement, proche du cabinet, proche des ministres. Vous comprenez bien que la réponse va être entendue. Donc, je me donne le devoir de vous représenter et merci donc d'être ici aujourd'hui pour appuyer ma candidature, puis appuyer un Canada fort et une Matépédia qui va se développer grâce à un député en pouvoir. Peut-être vous devez remarquer, mais M. Carney a fait plusieurs gestes symboliques lors de la nomination de cabinet. Il a changé le nom du ministère du Patrimoine canadien, qui est maintenant le ministère de la Culture canadienne et de l'identité. Bref, c'est une modification symbolique, mais aussi ça démontre, à mon point de vue, un des grands gestes que ce gouvernement va porter bientôt, c'est de nous protéger la souveraineté canadienne. Ce n'est pas juste une souveraineté économique, c'est aussi une souveraineté culturelle. Donc, les sites historiques comme ça ici, je pense que ça mérite que tous les projets d'ailleurs que vous avez en termes de patrimoine, de mise en valeur, de protection bâtie, bref, on va vouloir les connaître pour qu'on puisse les appuyer. Parce qu'une manière de bâtir un pays fort, c'est de bien reconnaître l'identité que nous avons, qu'il soit anglophone, francophone ou mixte. Je pense que vous avez le trésor ici d'avoir un peuple et une population qui a les Premières Nations, les francophones, les anglophones, comment mieux de célébrer que d'appuyer finalement les projets comme protéger le patrimoine bâti ici. Ça a été long, là, je peux vous dire, parce que le projet ici, ça a pris beaucoup de temps. Puis une chose qu'on souhaite, j'ai parlé avec le DG de CEBEC tout à l'heure, c'est de pouvoir accélérer finalement la réalisation de projets. Parce que des fois, le train, c'est un peu comme le train via. Ça arrive à la destination, mais Seigneur, ça prend du temps. Donc, on souhaite quand même pouvoir accélérer la réalisation de certains projets. Ce sera moins coûteux, plus avantageux pour l'université et bien sûr, les citoyens vont être gagnants de ne pas devoir attendre des éternités pour la réalisation de nos projets. Donc, ça, c'est un engagement que M. Carney a pris la semaine passée de déjà
j'irais booster en quelque sorte l'économie canadienne par les projets d'infrastructure. Et moi, je vais porter bien sûr la voix de la culture, du patrimoine, de l'environnement, pour assurer que ces trois composantes qui, bien sûr, me passionnent en particulier, c'est ça ce que j'ai fait dans toute ma vie, que ces trois composantes soient appuyées à la hauteur de vos attentes. Je vais certainement porter cette coffre d'outils quand je rentre à Ottawa si j'ai bien sûr l'appui de la population. Pour cette chronique de Bac pour le futur, Anastasia est en compagnie d'un nouvel invité. Bonjour Anastasia. Allô? Bonjour. Tu nous présentes notre ami? Oui, alors voici Alain le grille-pain, c'est notre mascotte. Oui. Pour le café réparation. Ben oui, c'est une nouvelle activité que vous proposez. Exactement, ouais. Ça s'en vient super bientôt, le café réparation à Amqui, dans la Matapédia. Oui. En fait, on l'organise pour le Jour de la Terre. OK. Le Jour de la Terre, c'est en avril, le 23, ça se peut-tu? Le 22, en fait. 22 avril. Ouais, c'est ça. Excusez. Puis, c'est quoi ça, le Jour de la Terre, Anastasia? C'est vraiment une bonne question, puis il y a plein de monde qui, Ouais. tu sais, ils savent un peu c'est quoi, mais ils savent pas trop c'est quoi. Oui. Fait que je vais te mettre un petit peu en contexte. Ouais. Dans le fond, c'est que au début des années 90, on n'était pas vraiment conscient que les activités humaines, des industries, tout ça, ça faisait quelque chose qui s'appelait la pollution. Ce mot-là, il n'existait juste pas. Là, c'est vrai. Puis là, à un moment donné, il y a une personne qui a publié un livre qui s'appelait Printemps silencieux, Silent Spring, c'est Rachel Carson, qui justement montrait que toutes nos industries, tout ce qu'on utilise, les pesticides, tout ça, ça pollue l'environnement, ça a un effet sur la santé des animaux, elle, c'était spécifiquement les oiseaux, mais ça a aussi des effets sur la santé de tout être vivant. Exactement, là, ouais, y compris les humains. Oui, surtout. Exactement. Fait que, tu sais, ça a vraiment sonné l'alarme, puis c'est là que le mouvement écologiste a commencé en soi. OK. Puis, dans le fond, c'est la première conférence sur justement la santé de l'environnement puis la santé humaine par rapport à la pollution. Elle a eu lieu en 1970 puis aux États-Unis, puis c'était le 22 avril. OK. Puis, dans le fond, l'événement a vraiment pris beaucoup d'ampleur. Il y avait un gros mouvement étudiant lié à ça, un mouvement activiste, tout ça. Fait que là, ça s'est comme full médiatisé, c'est devenu international, puis on a commencé à appeler ça le Jour de la Terre, vu que c'était le 22 avril. OK. Puis maintenant, on fête le Jour de la Terre dans beaucoup de pays. Au Québec, on fait ça depuis 1995. Ah, quand même. Puis, dans le fond, c'est vraiment une journée pour se dire qu'est-ce que nous, on peut faire, autant au niveau individuel qu'en tant que société, pour avoir un impact plus positif ou au moins réduire notre impact négatif sur l'environnement. Oui. Fait que c'est ça le Jour de la Terre. OK. Puis là, ce qu'on organise cette année, c'est ça. C'est un café réparation qui, effectivement, est un événement pour réduire notre consommation. Tout à fait. Apprendre à réparer nous-mêmes qu'est-ce qu'on a comme objet. Donc, éviter d'acheter du nouveau, éviter de jeter des choses qui pourraient encore être utilisables et les envoyer à l'enfouissement. Ce qui pollue. Ouais. Puis, dans le fond aussi, de déjouer ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Ouais. Oh, là, tu vas m'expliquer qu'est-ce que c'est, ça, l'obsolescence programmée. C'est un gros terme, là. Tout à fait. En fait, c'est juste une stratégie commerciale qui vise à réduire la durée de vie d'un objet de manière artificielle. OK. Puis là, il y a plein de manières de faire ça, là. Ouais. Par exemple, rendre les objets cheap. Fait que les objets, ils se brisent à rien. C'est pour ça que nos mamans, nos grands-mamans achetaient un frigidaire puis ils l'avaient toute leur vie. Ouais, puis maintenant, il faut le changer aux 15 ans, notre frigidaire. Exactement, c'est ça. C'est à cause de l'obsolescence programmée. Tout à fait, tout à fait. Ouais, chez nous, j'ai un frigo qui date des... Ouais, je pense que c'était des années 30. Puis il est encore fonctionnel. Ou non, il y a 30 ans, peut-être que tu l'as mis, genre. En tout cas, il est vieux, le frigidaire. Il est vraiment vieux. puis c'est fou, il fonctionne encore. Puis tu sais, celui de mes parents, je pense que ça fait 5 ans qu'ils l'ont acheté, puis il capote. Fait que... Ah oui, OK. Puis ça, c'est tous les produits de consommation, là. C'est pour qu'on achète de plus en plus, là. Oui, c'est ça. C'est fait pour ça, là. En fait, pourquoi on a commencé à faire ça, c'est que dans les années 30, il y a eu les années noires, la Grande Dépression, tout ça, puis c'était vraiment une grosse crise économique en Europe, en Amérique. Fait qu'ils ont décidé de faire un boost économique. Fait que pour ça, il fallait que
les gens achètent plus. Ben et oui. pour acheter plus, il fallait créer le besoin d'acheter. Et c'est là qu'on a commencé à, mettons, faire des ampoules qui ont artificiellement une durée limitée, des imprimantes qui impriment juste une certaine quantité de copies. Puis là, hop, ça arrête de fonctionner. OK. Des vêtements qui se trouvent facilement. Mais tout ça, on peut réparer ça. Ben oui, absolument. C'est pas parce que ça arrête plus qu'il faut le jeter ou le... Ben C'est parce ça. que dans nos têtes, ça marche plus, je le jette. Ouais. Mais on pourrait le réparer ou aller le porter dans une ressourcerie, par exemple. Tout à fait, tout à OK. fait. Puis tu sais, souvent, c'est juste aussi, l'obsolescence programmée, c'est de rendre, mettons, les objets difficiles à réparer. Fait que, mettons, tu vas utiliser une petite vis que le tournevis, il est tellement rare que tu vas jamais le trouver pour dévisser ta petite vis. Ou bien, les batteries sont soudées, fait que tu peux plus démonter ton objet. Oui, ça arrive dans des téléphones sans fil, Exactement, entre autres, ouais. oui. Ou, encore plus simple, mettre des chargeurs incompatibles ou des cases de téléphone incompatibles avec des nouveaux modèles. Comme ça t'oblige à juste racheter un petit quelque chose de plus. Puis bon, heureusement, au Québec, en 2023, on a passé une loi contre l'obsolescence programmée. Fait que, tu sais, maintenant, il y a beaucoup plus de droits à la réparation, de garantie de pièces de rechange. Puis c'est illégal de produire un bien qui est volontairement limité dans son utilisation. Ah, ben tant mieux. Mais il reste que on fait plus les objets comme avant. Il y a beaucoup d'objets qu'on a désappris à réparer. Puis en gros, le café réparation, c'est là pour nous réapprendre à faire des choses très simples, comme réparer en faisant une petite couture ou en utilisant de la colle, des choses comme ça. OK. Donc, Alain, le grille-pain est réparable. Tout à fait, c'est ça. Les appareils électroniques, là, c'est les pires. Là, tout ce qui est les machines à smoothie, les grille-pains, les petits fours, les bouilloires, les machines à café. C'est tellement ça qu'aussitôt que ça... Ah, ça marche plus! C'est ça. C'est tellement facile d'acheter un autre. Et des fois, c'est juste le filtre de ta machine à café, il est encrassé. Puis ça coule plus. Fait que là, t'es comme, ma machine ne marche plus. Fait que là, on achète un autre! C'est ça. C'est la solution facile. Ben oui. Fait que là, on a l'opportunité. Est-ce qu'il va y avoir des experts sur place qui vont nous aider à nous guider ou c'est entre participants qu'on se donne des trucs pour réparer ça? En fait, c'est ça. On va avoir des bénévoles réparateurs qui sont soit des amateurs, soit des professionnels dans leur domaine. Puis on va avoir des réparateurs pour plusieurs catégories d'items. Tu sais, quelqu'un, mettons, qui répare les vélos, quelqu'un qui répare de l'électronique, quelqu'un qui fait de l'informatique, qui fait des bijoux, des montres, qui fait de la couture. Fait qu'il y a vraiment toutes sortes d'objets du quotidien qu'il va y avoir du monde pour nous guider dans notre réparation. Puis le but, c'est d'amener un objet qu'on a à la maison, qu'on ne sait pas comment réparer, ou qu'on aimerait, c'est ça, avoir de l'aide, quelqu'un qui nous montre comment ça marche. Oui. Puis, tu apprends à réparer avec la personne. Là. Tu viens pas juste porter ça au réparateur, puis là, répare-moi ça. Oui, t'attends 5 minutes, tu donnes 20 pièces, tu reviens. Non, c'est ça. C'est un événement gratuit pour apprendre soi-même à réparer. Wow! C'est quand? On n'a pas dit c'était quand? Oui, c'est ça, le 26 avril. 26 avril? C'est un samedi. Et c'est dans le bâtiment de la MRC de la Matapédia à Amqui. OK, parfait. Sur la 132. Exactement, c'est ça. Parfait. Puis il va y avoir du café, des viennoiseries aussi pour rendre ça plus convivial. Puis il va y avoir des ateliers. Fait que des ateliers pour, mettons, justement, apprendre à réparer pas mal n'importe quoi avec de la colle, des choses comme ça. Des petits trucs là, qui sont utiles ou comment changer un pneu dans notre vélo quand on a une crevaison. Fait que c'est des choses pour nous faire sauver des coûts aussi, du temps, de l'argent. Tout à fait. Ah, c'est très intéressant. Remettre, aussi nous redonner notre pouvoir en tant que consommateur, le pouvoir de réparer. Qu'on n'est pas juste à la merci de l'argent puis de tout le temps devoir faire de l'argent pour tout le temps avoir des nouvelles choses. Là. Oui. Ouais. Fait que c'est ça. On cherche encore des bénévoles en passant. Si vous êtes quelqu'un qui habite dans la Matapédia ou même ailleurs, puis vous êtes intéressé à venir à l'événement pour nous partager votre savoir, puis ça peut être vraiment juste comme de la couture ou moi je sais faire des patchs. Ma mère m'a appris à bien faire des patchs. Ben, venez montrer comment faire des patchs. On s'est soudé avec un petit truc. Oui, c'est ça. Super utile. Fait qu'on est vraiment encore à la recherche de réparateurs. Puis même chose, si vous voulez venir donner un petit atelier, là, comme dans
au café réparation qu'on a fait dans la Métis pour la Semaine québécoise de réduction des déchets. On avait quelqu'un qui avait juste amené sa machine 3D, puis avec une imprimante 3D. Là. Puis avec une imprimante 3D, tu peux créer des petits morceaux de plastique. Là, des fois, quand ton petit bout de plastique il est brisé. Sur une manette de télé, exemple. Fait que tu sais, si vous avez quelque chose comme ça qui pourrait être intéressant, vous voulez faire un kiosque, un atelier, appelez-nous, contactez-nous, on va être super contents. OK, on contacte directement la régie. Exactement. Oui, on va mettre les coordonnées en bas d'écran. Oui. OK, parfait. Puis, on a-tu besoin de s'inscrire pour aller à ce café-là, Café Réparation, ou je me présente, puis j'arrive avec mon grille-pain brisé, puis... Tout à fait. On a un événement Facebook, fait que, vous pouvez indiquer que vous voulez participer. OK. Donc, il y a l'événement Facebook. Sinon, c'est aussi publicisé sur tous nos médias sociaux, ceux de la ville, ceux de la MRC, et aussi dans les bulletins municipaux qu'on reçoit. Fait que c'est comme ça que vous pouvez avoir plus d'informations sur le sujet. Super, ça! Puis, je pense que j'ai tout dit. On a fait le tour du Café Réparation. Ben, merci. On vous attend en grand nombre le 26 avril à la MRC. À partir de quelle heure? Je pense que c'est à partir de 9 ou 10 heures jusqu'à 4 heures. Là, à vérifier, mais toute une journée. Parfait. Donc, 26 avril, Café Réparation. Vous allez pouvoir prendre des selfies avec Alain Le Grille-Pain. Absolument, c'est ça. Puis, une autre chose. Si vous avez des enfants, on a une halle garderie en après-midi. Fait que si vous voulez amener vos enfants, mais être tranquille pour apprendre à réparer votre clavier ou je sais pas, il va y avoir du monde pour garder votre enfant. Ah, super, bien intéressant d'avoir mentionné ça. Merci Anastasia. Plaisir. Donc, je reçois Stéphane Poirier, professeur en géographie au CEMEC. Bonjour Stéphane. Bonjour, ça va bien? Ben, très bien, merci de nous accueillir dans la bibliothèque du CEMEC. Ça fait plaisir. Il y a un gros événement qui s'en vient pour les sciences humaines du CEMEC et pour la population en général. Tu fais venir un philosophe québécois contemporain en conférence ici. Oui, bien c'est ça. Alain Deneau, en fait, très connu sur la question des paradis fiscaux. Tu l'as dit, philosophe, donc professeur de philosophie à l'Université de Moncton. Donc, il va être de passage ici au CEMEC le 14 avril. Oui. C'est un genre de 5 à 7, si on veut. OK. Donc, voilà, le 14 avril, ici au CEMEC, au local 130. Fait que, évidemment, À quelle heure? C'est ça, c'est un 5 à 7. OK, fait qu'à 5 heures. 5 heures, OK. Donc, vous pouvez arriver à 4h45 si vous voulez. Okay. Puis de 5 à 6h30 environ, là, il va venir nous entretenir sur la question, justement, de son dernier livre. Faire que, donc qui traite la crise politique, je vous dirais, peut-être à l'époque contemporaine dans laquelle on est. Donc, toute la question, justement, de crise environnementale aussi, il aborde ce sujet-là. Il aborde, évidemment, la crise de nos institutions. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire également? Tu sais, lui, il a comme inversé son titre, c'est « Faire que ». Tu sais, faire que quelque chose arrive là, pour dénouer justement les multiples problèmes que lui il qualifie de aigus. Donc, que ce soit la crise climatique, la biodiversité, la crise sur la question politique, la montée de l'extrême droite, par exemple. Puis aussi, comment qu'on s'organise aussi à l'échelle locale, régionale. Donc, lui, il aborde aussi un concept que c'est pas lui qui a développé, mais qui a été développé dans les années 70, qui s'intitule le biorégionalisme. Okay. Donc, il va venir nous entretenir de tout ça. Donc, puis si vous avez des questions, évidemment, sur la politique américaine, les paradis fiscaux, c'est des sujets quand même qu'il connaît assez bien. Est-ce que, d'ailleurs, si on a des questions suite à la présentation de M. Deneau, est-ce qu'il y a une période de questions ouverte pour la population qui va être là? Ouais, tout à fait. Donc, sa présentation va durer à peu près peut-être 50 minutes, 1 heure. OK. Okay. Après ça, une demi-heure et peut-être un peu plus de questions, dépendamment le public, dépendamment l'intérêt, évidemment, de la population, des étudiants, parce que c'est ouvert à tous, hein, et à toutes. Que bienvenue la vallée et plus loin même encore. Si vous êtes à Carleton, bien, on vous attend. Oui, donc, si vous êtes intéressé par les propos d'Alain Deneau, c'est gratuit. Oui. C'est important. C'est gratuit, local 130. On a prévu peut-être d'amener d'avoir un petit peu de café, peut-être quelques grignotines, peut-être des petites choses peut-être des prix de présence pour les étudiants. Là, okay. En tout cas, bref, on essaie que ça soit le plus convivial possible. Voilà. Donc, vous offrez ces opportunités-là de rencontrer des gens experts dans un domaine très souvent au CEMEC. C'est quelque chose que vous avez à cœur de faire rencontrer des experts dans des domaines à vos étudiants?
Bien, évidemment, on essaie dans le fond, de faire venir des conférenciers sur un paquet de sujets. Comme ancien en semaine, souvent, je peux faire venir des experts en voyage. Par exemple, je donne un cours sur le voyage. L'année passée, il y a un conférencier qui est venu virtuellement, qui a fait le tour du monde, je ne sais pas combien de fois. Puis lui, il a une expertise en voyage, donc il est venu nous parler de certaines questions importantes dans la préparation, par exemple, d'un premier voyage, par exemple. Donc, on essaie d'être à l'affût, justement, de l'actualité, des thématiques, puis d'inviter, évidemment, des conférenciers le plus possible pour que ça soit le plus dynamique possible. Puis voilà. Bien, merci d'offrir ça à la population générale. Donc, on rappelle, 14 avril à 5 heures, au local 130 du Centre matapédien d'études collégiales. Alain Deneau, faire que. Merci beaucoup, Stéphane Poirier. Bien, merci à toi, merci à tout le monde. Donc, on vous attend en grand nombre. Ouais. Merci. Merci. On parle de reconnaissance de bénévoles avec Sylvie Blanchette, la mairesse d'Amqui. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Émilie. Une belle nouvelle aujourd'hui. Comme à chaque année, la ville d'Amqui souligne le travail, on appelle ça du travail, de travail des bénévoles pour la ville. Le travail des bénévoles pour la ville, parce qu'on le sait très, très bien, Émilie, que s'il n'y avait pas de bénévoles dans chacune des organisations, dans chaque événement qui se passe, même dans des organisations, que ce soit le club de golf, que ce soit la salle de quai ou le Cinéma Figaro, s'il n'y avait pas des bénévoles pour tenir ça, là, il n'y aurait pas de... La ville d'Amqui ne brillerait pas comme elle peut briller grâce à tous ces bénévoles-là. Tu as tellement raison, hein? Il y a des services qui n'existeraient pas du tout s'il n'y avait pas de bénévoles. Donc, comment vous avez décidé de souligner ça? Bon, c'est que les années antérieures, on est allé de différentes façons. Oui. On a déjà eu notre repas spaghetti, repas cipaille. Et l'année passée, on avait fait un repas brunch. Ouais. Ce qui semble avoir été très apprécié, même avec les commentaires qu'on a reçus des gens présents. Donc, cette année, ben, c'est la façon qu'on fait, c'est qu'on renouvelle le samedi 3 mai avec un repas brunch. Okay. Donc, on va accueillir les bénévoles à notre salle communautaire. Ouais. Et c'est ça, après un petit mot de bienvenue et tout. Après ça, bon, on va leur servir un brunch pour cette activité-là. Parce que, tu sais, c'est vraiment important pour nous de leur dire merci. Fait que c'est à cette occasion-là qu'on leur dit merci. Mais c'est servi par le conseil municipal, hein, si je ne me trompe pas, ou les employés de la ville? Bien, ça, c'était quand il y avait ça, c'était à l'époque. Quand il y avait un spaghetti, quand c'était un cipaille qu'on servait, c'était les employés de la ville. Mais là, on fait quand même affaire avec un traiteur. OK. Fait que c'est un traiteur qui vient avec ses gens, lui, puis pour servir vraiment tous les... Parce que, tu sais, c'est beaucoup de monde ici. Oui. Faut que ça se passe bien. Ça fait que ça prend des gens habilités et habitués à faire ce service-là. Fait que c'est ça, nous, on est présents quand même, les élus, pour leur dire merci, mais c'est ça, c'est avec un service de traiteur qui est là sur place, qui va préparer, parce que, encore là, tu sais, tu parles de spaghetti, on fait des pâtes, on avait la sauce, puis flac. Oui, c'est pas compliqué, là, faire un spaghetti. Mais un brunch, c'est plusieurs... Il y a beaucoup de petits items, là. Des assiettes, plusieurs produits à mettre dans l'assiette. Fait que donc, c'est beaucoup d'organisations aussi, au préalable, avant, puis ensuite servir à tous les gens qui vont être présents. Comment on fait pour participer à ce magnifique brunch? Bon, d'abord, le brunch qui va avoir lieu, comme je disais tout à l'heure, le 3 mai. Oui. Le brunch va être... ça va être vers les 10 heures que le brunch va se tenir. Mais on accueille les gens à partir de 9h30 pour que les gens arrivent, s'installent. 10 heures, un petit mot de bienvenue. Puis à 10h10, on va commencer le service du brunch. Mais pour ça, c'est sûr qu'on parle de brunch, donc on parle de nourriture. Fait qu'il faut savoir combien de personnes qu'on va avoir aussi. Fait que donc, on demande aux gens de s'inscrire. Oui. Puis ça, c'est très important aussi. Les gens ont jusqu'au 17 avril pour s'inscrire. Fait que la façon de s'inscrire, soit qu'ils appellent tout simplement à l'hôtel de ville, au 629-4242, le poste 1200. Normalement, c'est le service aux citoyens. Il y a Mme Nancy Roussel qui travaille là, ou si elle est absente, il va y avoir quelqu'un d'autre de toute façon. Fait que 629-4242, 1200, on répond, les gens disent qu'ils veulent s'inscrire. Ou l'autre façon aussi, c'est qu'on peut écrire par courriel à info@commercial-amqui.ca. Tout en petites lettres. Aussi simple que ça.
Ça va être écrit. Ou le commercial amkoui.ca. Fait que les gens peuvent envoyer aussi leur inscription. Donc, et dire de quel organisme aussi, parce que ce sont les organismes, normalement, parce qu'on a envoyé une invitation aux organismes. Oui. Fait que les organismes, à ce moment-là... invitent leurs propres bénévoles. À eux, parce que c'est ça. Parce que, tu sais, la ville, on organise des activités, mais, tu sais, quand on parle d'activités, là, tu parles de... Bon, d'abord, culturel, on peut parler de Mordicus. Mordicus, oui, il y a quelqu'un qui travaille là, Michel, mais s'il n'y avait pas les bénévoles qui sont là lors de chaque activité, chaque spectacle, ben, tu sais, regarde, ça ne se déroulerait pas bien comme ça se déroule. Non. Ensuite, on peut parler, tu sais, l'agrométal, l'été aussi, quand c'est organisé, c'est des bénévoles aussi qui organisent ça. Tout à fait. Cinéma Figaro, tu sais, il y a un conseil d'administration, parce que ceux qui siègent sur des conseils d'administration... Oui, je voulais le mentionner. La TVA ici... La TVC, oui. Excuse-moi, j'ai dit... Tu t'es juste trompé de 2 lettres. Mais non, TV. J'ai dit TV. TVA. C'est ça. TVC. Mais la première était bonne. Oui. Tu sais, la TVC, ici, vous avez un conseil d'administration. Oui, ils sont invités au brunch. Ces gens-là sont invités. Lorsque vous faites votre bingo le dimanche... Ils sont invités au brunch. Que je joue à ça. A déjà gagné, en plus. La première fois, comment ça finit. Mais les gens, tu sais, vous avez des bénévoles qui font que le bingo est diffusé le dimanche. Fait que ces gens-là, c'est des bénévoles, ils sont invités. Exact. Puis on parle au niveau culturel, mais tu parles au niveau sport. L'Omnium Yves Lévesque, il y a un paquet de bénévoles pour l'Omnium Yves Lévesque. Puis après ça, je pourrais... La fois... Tu sais, bon, on parle des bénévoles, les gens d'Amkoui aussi, que ce soit le patinage de vitesse, patinage artistique. C'est grâce à des bénévoles qui sont là qui fait que ça, c'est toutes des activités qui sont maintenues. Le soccer, l'été. Bon, je parlais tantôt du club de golf, cinéma club de golf, salle de quai, tout ça. Fait que ça, mais, tu sais, c'est vraiment important. Et c'est aussi, on a la foire agricole. La foire agricole, tu sais, puis la foire agricole, c'est pas juste des bénévoles d'Amkoui. Ah ben là, je m'en allais là, moi. Tu réponds à toutes mes questions avant que j'y pose. Oh mon Dieu, je parle trop. Hein? Ben non. Fait que même si on n'est pas d'Amkoui, mais qu'on bénévole à Amkoui. Bénévole à Amkoui. La foire agricole, si les gens, que ça soit c'est tout. Ah oui, c'est là, Matapédia au complet, là. Quand j'arrive sur le terrain de la foire agricole, puis je vois, tu sais, Nicolas qui reste à Québec, qui est toujours aussi là, absolument. Puis, tu sais, les Valbriand, il y a des producteurs partout dans la Matapédia, puis ils sont là, puis ils travaillent ensemble. J'en parle, puis j'ai des frissons. C'est une belle communauté, les agriculteurs. C'est tellement beau de voir tout ce qu'ils font. Donc, c'est des bénévoles qui sont invités à une... Tu sais, ce qu'on demande, l'activité se tient à Amkoui. Bien, vous bénévolez pour la ville d'Amkoui à ce moment-là, pour les citoyens d'Amkoui, pour faire qu'on a une activité qui se tient. Fait que vous êtes invités. C'est ça. Pas de preuve de résidence demandée, là. Oh non. Fait que pour répondre à ta question... C'était quoi ma question? non, les gens, on demande aux gens de s'inscrire. Oui. OK? Au plus tard, le 17 avril. Donc, comme je disais tout à l'heure, soit en appelant à la ville, 629-4242, poste 1200, ou sur info@commercialamkoui.ca. Donc, les organismes nous disent le nombre de billets qu'ils ont besoin. OK? Fait qu'à partir de ce moment-là, nous, on envoie le nombre de billets au responsable de l'organisation. OK. Et c'est le responsable qui doit, après ça, distribuer ses billets. Ce qu'on demande aux gens, tu sais, parce que, bon, c'est un repas, c'est le brunch. On a une salle aussi qui a un maximum de personnes. Fait que si vous nous appelez et vous nous dites « j'ai besoin de 20 billets », bien, assurez-vous que les 20 billets vont être utilisés. Parce que peut-être que rendu on dit le 17 avril, mais peut-être que rendu au 15-16 avril, qu'il y a des gens qui vont nous appeler pour dire on n'a plus de place. C'est complet. On a un maximum de 350. Pour dire quelque chose. C'est ça. On a un maximum, puis bon, c'est complet. On ne peut plus prendre de réservation. Il y a peut-être 50 personnes qui même si c'est 10, 20 personnes à qui on ne pourra pas répondre. Même si c'est une. Même si c'est une, exactement, tout à fait raison. Mais si, dans votre organisation, vous n'avez demandé 20, puis sur 20, il y en a 5, 10 qui ne se présentent pas,
ben gars, ça va faire mal aux autres qu'on est obligé de dire non. Puis nous, ben ça va nous faire de la peine aussi parce qu'on va avoir des places qui vont rester libres. Puis, tu sais, moi, je vais savoir qu'il y a des gens qui auraient voulu venir, qui ne sont pas venus. Exact. Honorer le nombre de places pour lesquelles vous réservez. Oui, très important. Parce qu'en plus, aussi, quand même, tu sais, on honore vraiment nos bénévoles, puis on veut que chaque bénévole se sente concerné aussi. Tu sais, parce qu'il y en a qui vont dire « Ah, moi, je n'ai pas fait beaucoup de bénévoles, je suis allée juste une fois organiser. » Une fois ou 50, ça compte. Ça compte, ça compte. Exactement. Ça a été important. Cette fois-là, s'il n'y avait pas eu ce groupe de bénévoles-là, peut-être que l'activité ne se serait pas tenue. Exact. Et on permet même aux bénévoles d'avoir un accompagnateur. Ah, ben là! Eh oui. Fait que si jamais on est seul dans notre organisme à faire du bénévolat, on peut amener notre conjoint, un ami. T'amènes quelqu'un avec toi. C'est sûr que vous allez connaître du monde. Ben c'est sûr. Ben oui. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que c'est important aussi. T'as 10 billets, t'as un bénévole qui était tout seul, puis qu'il y en a un qui vient pas. Ben, ce bénévole-là, il y a sûrement un accompagnateur qui peut y aller. Oui. Ou un autre. Fait que assurez-vous d'honorer vraiment le nombre de billets que vous avez réservés. Les bénévoles, vous avez le droit d'un accompagnateur parce que des fois, moi, je ne vais pas là tout seul ou encore là, comme tu disais tout à fait. Bien non, regarde, ils ont le droit d'un accompagnateur puis on va être heureux de recevoir tous les gens qui vont avoir réservé. Bien, merci, Sylvie. J'espère que votre salle va être pleine à craquer le 3 mai, qu'il va y avoir des bénévoles puis que tout le monde va se sentir accueilli et reconnu par la communauté, parce que c'est important de donner du temps à notre communauté. C'est ça. Oui, parce que si vous ne le faites pas, si les bénévoles ne le font pas, tu sais, j'ai un nombre d'événements qui n'auraient pas lieu. Exact. Parce que c'est important vraiment que ça soit organisé par la ville, que ça soit organisé par des organisations. Les bénévoles, j'allais dire... C'est un poumon, en fait. C'est le poumon c'est un poumon économique, oui. Exactement, qui fait que ça peut se tenir. Puis comme je disais tout à l'heure, qui fait qu'on peut s'illustrer, qui fait qu'on... Les gens sont contents aussi. Bien, merci la Ville d'Amqui. Il y a d'autres municipalités aussi dans la Matapédia qui vont faire des événements à suivre sur les pages Facebook de chaque municipalité. Puis avec le Centre d'action bénévole, vous faites une grosse semaine d'activités. On en reparlera avec Pascal Rioux, là, plus près de la semaine du bénévolat, en fait. Merci beaucoup, Sylvie. Bon brunch et bénévole. Merci. Bien, justement, tu parles de Pascal. C'est ça, parce que tu sais que le bénévole, notre activité est organisée en collaboration avec le Centre d'action bénévole. Fait que je sais que Pascal va venir pour aussi, justement, mettre les bénévoles à l'avant. Oui, bien, merci beaucoup, Sylvie. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Alors, je suis avec Sophie Champagne, la directrice générale de la CDC de la Matapédia, et Nancy Bérubé, conseillère en développement social à la MRC de la Matapédia. Bonjour, les filles. Bonjour, Émilie. On vient de terminer une grosse avant-midi de réflexion. On parle du plan de lutte à la pauvreté 4, le 4e mouture de ça. Et il y a une action qui est les alliances. Donc, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots, là, pour que les gens à la maison comprennent, c'est quoi ça, les alliances? L'Alliance, dans le fond, c'est une initiative du plan de lutte, comme tu disais tantôt, du plan de lutte à la pauvreté. Puis ça consiste, dans le fond, à mettre en place un gros plan d'action territorial qui répond le plus possible aux besoins pressants de la population en matière de lutte à la pauvreté, mais aussi d'inclusion sociale. Donc, c'est vaste et large. On n'est pas une solution là, à la pauvreté. Par contre, on peut contribuer à alléger un peu la vie des gens à travers des initiatives qui s'adressent à eux directement. Très bien résumé. Sophie, est-ce que tu peux nous dire un peu le plan de lutte qui vient de se terminer, là, qui s'est terminé en fin 2024? Qu'est-ce que ça a fait un peu comme action dans la Matapédia concrètement? Bien, c'est sûr que c'est dur à mesurer concrètement. On ne sauve pas des vies, ça c'est clair. Mais par contre, on est capable de dire qu'on fait une différence. T'sais, on apporte des choses sur l'alimentation, sur le transport, peu importe les projets, les initiatives. Bien, on sait qu'on fait une différence, mais on n'est pas capable de la quantifier. Mais on sait qu'on a un impact chez les citoyens. Dans le fond, vous avez déterminé ce matin des chantiers, des grandes orientations sur lesquelles on veut travailler pour jusqu'en 2028, si j'ai bien retenu mon information de ce matin. Donc, c'est quoi les grandes étapes, pas les grandes étapes, mais les grands thèmes qu'on va travailler dans la Matapédia ensemble jusqu'en 2028?
Bien, on a la sécurité alimentaire, bien entendu. On a le logement, l'itinérance, on a l'éducation. Il m'en manque un. La santé globale, bien entendu. Mais tout ça, finalement, c'est un gros tout. Oui, il va y avoir des titres, mais en dessous de ces gros titres-là, il y a un tapon de sous-titres qui fait qu'on va répondre à l'ensemble des besoins de base de la population matapédienne. Oui, du mieux qu'on peut, effectivement. Du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a, effectivement. Ce qui est important de souligner aussi, c'est tout le volet là, de la sensibilisation à la lutte aux préjugés a ressorti aussi ce matin. Là, les gens ont une grande préoccupation. Je sais que quand on est très peu impliqué dans nos milieux, on est plus susceptible à être stigmatisé. Donc, ça aussi, ça a ressorti beaucoup. Dans le fond, ce matin, là, il y a 3 grands chantiers qui ont trouvé leur thème. Ouais. Comme Sophie disait, la sécurité alimentaire, qui est une immense préoccupation pour tout le monde. Sophie le mentionnait aussi, la santé globale qui inclut le logement, la mobilité sur le territoire, l'accès aux loisirs, la culture. Puis le troisième, la santé globale, santé mentale. Oui. On va se dire aussi avoir l'ensemble de l'accès aux soins de santé, c'est super important. Et puis le troisième, là, c'est au niveau de l'éducation, mais pas seulement l'éducation scolaire, là, comme on entend habituellement. Là, on pense aussi à l'éducation populaire, on pense à tout le volet de la sensibilisation, là, tout ce qui est 0, 100 ans. Ouais. Bon, pour inclure tout le monde. Pour inclure tout le monde. Mettons, on va être sûr. Oui. C'est ça, c'est vraiment les 3 chantiers qui ont fait consensus ce matin. Il y aurait peut-être place pour un 4e, là, on va le voir dans les prochains jours, parce que dans le fond, les alliances, c'est beaucoup, ce qu'on a fait ce matin, c'est l'Assemblée ouverte, c'est toutes les personnes partenaires qui travaillent, qui ont des leviers pour faire vivre des initiatives, parce qu'on a bien beau dire qu'on va construire des logements, par exemple, on sait que c'est pas réaliste. Ouais. Ça l'est pas du tout, mais il y avait des municipalités ici ce matin, des organismes communautaires, des gens de la santé, des gens de l'éducation, des gens de partout. OK, on ne peut pas en construire des logements, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens à se rapprocher d'un logement? Puis, bien, quand on parle d'un logement, on ne parle pas seulement d'un logement, on parle aussi de l'habiter, ce logement-là. Fait que ça nous prend aussi ça nous prend des meubles, c'est besoin de base. Donc, l'Alliance peut avoir cet impact-là là, dans la vie des gens. On a parlé aussi de participation citoyenne par la dernière alliance, le dernier plan d'action, c'est la CDC qui était porteur de faire vivre ça, faire avec les gens qui vivent ces problématiques-là. Est-ce que c'est toujours d'actualité dans la mouture 4 du plan de lutte? Plus exigé finalement, pratiquement. Okay. Non, ça va être vraiment plus. Puis je pense qu'il faut l'agrandir aussi, notre comité citoyen, parce que là, tu sais, on a quand même déjà d'un certain âge, c'est correct, mais il faut aller chercher vraiment toutes les catégories d'âge, autant les adolescents que les personnes âgées, les adultes, les vies de famille, les enfants. Il faut aller chercher tout le monde. C'est important, l'opinion de tout le monde dans ça. Puis oui, on a l'intention de le continuer, puis c'est important d'avoir leur opinion. Mais grâce à tout ça, on vient de faire la politique de développement social, où est-ce qu'on a fait des consultations dans les municipalités, où est-ce qu'on avait quand même une diversification de gens. Fait que je pense que ça a été... c'est par l'heure. Tu sais, qu'est-ce qui est ressorti là-dedans, les actions, tout le besoin, fait que on part pas de zéro. Très intéressant. Tu as parlé de moyens tantôt. C'est une action gouvernementale, donc ça vient avec un chèque. Ça vient avec des sous pour réaliser ces actions-là. On peut s'attendre à un montant similaire de la dernière alliance, Nancy? C'est une bonne question. Okay. On ne le sait pas encore. C'est encore en suspens. On espère le savoir là, pour la deuxième assemblée ouverte là, pour justement prévoir dans les 3 prochaines années au niveau de l'argent qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Puis, bien, il y a d'autres initiatives qui n'auront pas nécessairement cet argent-là de l'Alliance, mais qui vont quand même se réaliser. Sophie parlait tantôt de la politique de développement social. Les initiatives de l'Alliance, là, c'est une partie de la politique de développement social. Donc, c'est pas tout, là. On a quelque chose de plus vaste, là, sur le territoire, là, pour répondre, pour que les gens dans notre milieu soient mieux, soient bien, puis... soient heureux, puis qu'ils veulent rester chez nous. Puis qui a accès à ce qu'ils ont besoin pour vivre, pour grandir. Eh bien, merci
très heureuse de participer à ce grand mouvement, la Matapédie en action. La Matapédie en action, j'ai passé à ça matin. On se revoit, c'est sûr. On va se tenir au courant des développements de cette belle politique-là. Moi, je veux documenter ce processus-là avec la TVC. Les gens à la maison sont très contents d'en entendre parler. Je suis certaine de ça. Merci beaucoup, les filles. À bientôt. Merci à toi. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Et voilà, c'est ce qui conclut notre émission cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ne manquez pas notre bingo ce dimanche 12h30. La carte pleine est à 1 000 $. Et surtout, le bingo de Pâques qui s'en vient, méga bingo, 2 500 $ en prix. Ne manquez pas ça. Je vous souhaite une très belle semaine et on se revoit vendredi prochain.